Bonjour, je vais commencer à vous présenter aujourd'hui l'œuvre de Tocqueville. Donc cette œuvre que nous avons à étudier et à réviser pour votre dernière ligne droite avant les concours s'intitule, comme vous le savez, De la démocratie en Amérique. Et nous avons au programme le deuxième volume, la partie 4. Donc j'aimerais bien d'abord commencer par souligner ce qui est important dans l'étude de ce livre. Ce sont les problématiques qu'il soulève, qui doivent vous aider à organiser vos dissertations. Alors la grande problématique à laquelle il essaye de répondre, pour commencer, est la suivante. Quelles sont les conséquences de l'égalité et de la liberté que propose, que promet la démocratie moderne? Et comment penser le rapport, la balance entre ces deux principes de la démocratie que sont l'égalité et la liberté? Comment l'une peut-elle jouer au détriment de l'autre, ou comment l'une peut-elle engendrer l'autre et avoir des répercussions plus amples que celles que l'on voit dans un premier temps se déployer. Alors pour commencer, ce que j'aimerais rappeler, c'est l'hypothèse que Tocqueville essaye de tester en fait en observant ce qui se passe aux États-Unis. Son hypothèse, c'est que la liberté politique se traduit dans la modernité qu'il observe comme l'indépendance de l'individu. Et c'est elle qui doit entrer en jeu maintenant, comme Benjamin Constant l'a souligné. Ce n'est plus la liberté comme participation collective aux lois, comme dans l'Antiquité. Et donc, comme on part de l'individu et que tout doit mener à l'individu, ce qui est important dans cette démocratie moderne, ce sont les libertés individuelles. Ces libertés individuelles sont celles de penser ce que l'on veut, de croire au Dieu qu'il nous est donné de croire, de se rassembler, de voter des lois. Voilà tout le panel que la démocratie doit absolument défendre. Mais ce qu'il constate d'un autre côté, c'est que cet individualisme peut tourner à une certaine forme d'égoïsme. C'est-à-dire que le repli sur soi des individus qu'il observe déjà aux États-Unis, concentrés que sont les Américains sur le matérialisme, le bien-être de leur sphère privée, peut conduire à l'abandon progressif de la participation au pouvoir et conduire encore, c'est la conséquence, à un État que l'on considère comme pouvant être de plus en plus centralisé. Et la conséquence encore de tout cela, puisqu'il y a une sorte de cascade, c'est que cela peut ouvrir sur une forme de paternalisme. Le paternalisme, c'est quand l'État considère les individus un peu comme un troupeau de moutons qu'il aurait comme berger à mener. Et donc, il y a une sorte de despotisme doux qui se dessine, non pas une tyrannie avec de la violence, mais des tuteurs que l'on accepte de suivre, même que l'on veut suivre, alors même qu'il nous était permis, par notre conscience critique, de beaucoup plus diriger le détail de notre vie que ce que nous faisons. Alors, ce qu'il souligne de positif, on va dire, et c'est son hypothèse, c'est que d'un côté, cette égalité des conditions qui est un fait adoucit les mœurs. Donc elle a ce côté positif que il y a une douceur qui se communique jusqu'au tuteur. Mais de l'autre côté, ce qu'il remarque, c'est que les individus ne se sentent pas pour autant plus libres parce qu'ils ressentent la moindre différence de statut entre les uns et les autres comme une profonde injustice et donc ils réagissent à la moindre différence. Donc il y a une série de conséquences négatives à l'instauration de ce fait qu'est l'égalité des conditions. Alors commençons par rappeler le contexte de l'œuvre parce que c'est assez important. Alexis de Tocqueville rédige les 2 tomes de la démocratie en Amérique après un voyage qu'il a fait avec Gustave de Beaumont, son ami, en 1831-32, à l'origine pour étudier le système pénitentiaire américain, le système carcéral. Il est né d'une famille d'aristocrates qui a été décimée par la terreur, notamment en 1793, et on peut penser que Tocqueville aurait pu, né après cette catastrophe qui lui a valu la mort de nombreuses personnes de sa famille, Tocqueville aurait pu dénigrer l'idée de démocratie totalement, être légitimiste comme certains des membres de sa famille,
parce qu'il aurait lié la démocratie à la violence révolutionnaire de manière irrémédiable. Mais Tocqueville, en fin observateur et en sociologue avant l'heure, analyse le fait de l'égalité des conditions qu'il observe comme un état vers où toute société moderne va tendre irrémédiablement, y compris en Europe. Donc pour lui, c'est le futur de l'Europe qu'il observe aux États-Unis. Et on ne pourra pas aller contre cette égalisation progressive des conditions. Il va l'expliquer. Alors les États-Unis sont indépendants depuis 1776 et ils lui offrent donc le laboratoire rêvé pour observer ce que pourrait être une démocratie pure, c'est-à-dire séparée de toute révolution semblante pour l'instaurer. Ce qui l'intéresse, c'est dans le premier tome qui a été écrit en 1835 et qui lui a ouvert la voie de la gloire et les sentiers de la vie politique. Ce qu'il veut donc démontrer, c'est que la démocratie n'est pas seulement un régime politique comme un autre, mais qu'il est surtout un état social. Donc ce qui l'intéresse, c'est comment, à travers la société, on peut observer les effets de ce régime politique. La première partie de la démocratie en Amérique va définir le principe de la souveraineté du peuple et va s'attarder sur le système communal et le système fédéral qui régissent de manière originale la pratique de la démocratie aux États-Unis avec la participation de tous les citoyens, donc de manière locale, à l'élaboration des lois. La seconde partie va montrer comment cela est rendu possible grâce à la liberté de la presse, aux associations politiques et au vote universel, reconduisant le peuple à apprécier l'idée des droits comme inestimable et à respecter la loi. Toutefois, dans ce premier ouvrage, ce que va observer Tocqueville, c'est le risque d'une tyrannie de la majorité et la manière dont la décentralisation du pouvoir relative aux États-Unis permet de contrer cet effet de tyrannie. Ce que va également faire Tocqueville, c'est quand il va écrire son second ouvrage, il va entreprendre une comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et notre ouvrage relève de ce moment beaucoup plus comparatif entre Europe et Amérique. Il étudie dans la première partie du second tome l'influence de la démocratie sur le mouvement intellectuel, tandis que dans la seconde partie, c'est l'amour de l'égalité qui est au cœur de l'analyse dans un pays qui prône l'individualisme et encourage le goût, je cite, du bien-être matériel. La troisième partie du deuxième tome, c'est important de le savoir pour analyser la quatrième qui est la nôtre, aborde l'adoucissement des mœurs du fait de l'égalité des conditions, tandis que la quatrième se concentre sur les risques de la centralisation du pouvoir et le moyen de la contrer. Donc c'est sur ce problème-là, précisément, que se cristallise notre réflexion. Cette quatrième partie, finalement, est une sorte de résumé de l'ensemble de l'ouvrage, et elle va reprendre les différents points qui sont mentionnés dans l'ouvrage pour lutter d'un côté contre le risque d'anarchie, mais plus gravement aussi contre le risque de douce servitude qui guette la démocratie. Alors, que se passe-t-il dans les différents chapitres de cette quatrième partie? Il pose un certain nombre de questions que nous pouvons nous aussi nous poser pour guider nos dissertations. Dans le chapitre 1 de cette quatrième partie, la question qu'il pose, c'est celle de savoir si, en démocratie, c'est l'anarchie qui est le plus à craindre, ou si c'est la servitude douce à laquelle on est conduit quand on se remet à un tuteur, comme les moutons à leur berger. Et ce qu'il va paradoxalement défendre, c'est que ce n'est pas l'anarchie qui est la plus à craindre, ce n'est pas les mouvements révolutionnaires finalement, les coups de sang des citoyens indociles, mais c'est le despotisme doux, car il est moins visible. Tocqueville part du principe selon lequel l'égalité rend les hommes plus indépendants les uns des autres, ce qui les conduit à prendre l'habitude de ne suivre que leur propre volonté, et donc ils ne sont pas très enclins à accepter de se soumettre à une quelconque autorité, amoureux qu'ils sont de la liberté politique. Par conséquent,
les hommes démocratiques modernes tendent tout naturellement vers des institutions libres dont ils élisent les dirigeants. Et tout cela paraît absolument positif. Donc là, rien à dire. Sauf à s'inquiéter de voir ce qu'il appelle cet amour de l'indépendance dériver en anarchie. L'anarchie semble pouvoir survenir dès que le pouvoir national vient à s'affaiblir, et cela effraie d'autant plus que l'anarchie prend un visage beaucoup plus inquiétant dans les démocraties que dans tout autre régime. Ainsi qu'en témoignent les cycles sans fin de révolution qui agitent la France depuis 1789. Toutefois, Tocqueville pense qu'un mal est encore plus à craindre que ce désordre social, car si un chemin direct conduit de l'indépendance à l'anarchie, comprise comme absence d'ordre, un chemin plus long, mais tout aussi implacable, conduit sûrement de la trop grande docilité des citoyens à une forme de despotisme d'un genre nouveau, invisible. Le paternalisme crée des chaînes nouvelles que l'individu ne perçoit pas. Et finalement, Tocqueville avoue dans cette première partie qu'une certaine indocilité peut avoir du bon. C'est fort étonnant de la part de quelqu'un qui a vu le malheur de la terreur décimer sa propre famille. Alors, que fait-il dans le deuxième chapitre de cette quatrième partie? Il pose la question suivante. Les représentants du peuple doivent-ils sans cesse agir et, je cite, avoir à tout la main? Alors, bien sûr qu'il va répondre que non. Alors, sur quoi va-t-il se concentrer dans ce deuxième chapitre qui entame sa réflexion? Il va interroger les effets de la centralisation du pouvoir et comparer la démocratie au régime aristocratique. Tandis que dans les gouvernements aristocratiques, des pouvoirs intermédiaires venaient exercer leur pouvoir, cela devient inimaginable dans les gouvernements démocratiques. La démocratie développe l'idée d'un pouvoir simple, unique, dont la législation s'étend uniformément sur tous les membres. Il y a une uniformisation du pouvoir. Le moindre privilège, on l'a dit tout à l'heure, est perçu comme un véritable scandale et on cherche à l'abolir. Alors, l'effet qui en résulte est que le poids de l'individu diminue et que le poids de la société grandit. Conséquence de tout cela, chaque citoyen semblable aux autres, devenu quasiment anonyme, se fond dans une foule immense et, je cite Tocqueville, on ne perçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple. Et là, on sent son ironie, parce que effectivement, on a une vaste et magnifique image du peuple, mais cela au prix de la disparition de l'individu au sein de cette masse. Et le risque que le règne de l'opinion vienne ne faire de cet individu qu'un simple pion qui va s'effacer, un point minuscule. Donc, pourrait paraître positif finalement l'absence de pouvoir intermédiaire et de petits chefs ou de petits seigneurs pour faire leur loi à tous les étages, mais Tocqueville remarque que progressivement, ce qui se passe, c'est que les représentants du peuple qui arrivent au pouvoir dans les démocraties finissent par se présenter comme les seuls à savoir ce qu'il faut faire, ils se présentent comme les experts, ils finissent par traiter les individus comme des enfants, comme mineurs, des enfants à mener par la main, et de l'autre côté, cela est renforcé par le fait que les individus lui confient tout pouvoir sans limite, s'en remettent à lui pour le détail de leur vie. Le gouvernement devient ainsi omnipotent. La souveraineté du peuple, érigée en dogme, finit par faire naître l'idée d'un droit tout-puissant et unique, exercé par la société. Donc ce n'est pas seulement l'État, mais même toute la société qui écrase l'individu, qui devait justement être l'alpha et l'oméga de ce système.